Le texte que vous m'avez demandé de commenter aujourd'hui est un extrait de L'horrible danger de la lecture de Voltaire, publié dans Les Nouveaux Mélanges en 1765. Les Nouveaux Mélanges sont un recueil dans lequel Voltaire va combiner un certain nombre d'essais, d'articles ou de lettres qui sont représentatives des combats que lui-même, mais plus largement les philosophes des Lumières vont mener contre l'obscurantisme qui est en quelque sorte une ignorance institutionnalisée. Ce combat va se concrétiser en particulier par la mise en place et la publication de l'encyclopédie qui a pour but de synthétiser les connaissances humaines dans le but de les diffuser le plus largement possible et permettre ainsi d'instruire le plus grand nombre de gens possible. Ainsi, le titre de ce texte paraît problématique en ce qu'il irait plutôt à l'encontre de la position traditionnelle de Voltaire. En réalité, dans ce texte-ci, le locuteur n'est pas directement Voltaire, mais un moufti, c'est-à-dire un chef d'État arabe, et le texte en lui-même est constitué comme un texte de loi visant justement à interdire la lecture et plus généralement l'instruction. Je passe ainsi à la lecture du texte. Il a semblé bon à nous de condamner, proscrire, anathématiser la dite infernale invention de l'imprimerie pour les causes ci-dessous énoncées. Petit 1, cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance qui est la gardienne et la sauvegarde des états bien polissés. Petit 2, il est à craindre que, parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur industrie, augmenter leur richesse et leur inspirer un jour quelque élévation d'âme, quelque amour du bien public, sentiment absolument opposé à la saine doctrine. On le voit, la position énoncée dans ce texte est diamétralement opposée à celle traditionnellement affiliée à Voltaire, et par ailleurs, il serait relativement illogique de publier un texte pour interdire la lecture. En réalité, l'ensemble de ce texte repose sur un procédé d'écriture ironique qui nous amène à nous poser la question suivante: comment interpréter la critique du savoir ? Pour étudier cette problématique, je découperai le texte en 3 mouvements. Un premier de la ligne 1 à 10 dans lequel seront listées les causes générales de l'interdiction de la lecture, puis de la ligne 11 à 25 des causes plus profondément religieuses ou liées à l'argument religieux, et enfin une troisième et dernière partie de la ligne 26 à 36 dans lequel nous aurons la conclusion de ce texte qui déploiera non seulement une interdiction de la lecture, mais plus généralement du savoir. Je passe ainsi à mon commentaire. La première phrase constitue un genre d'introduction au texte de loi visant à lui donner une apparence de texte légal. Simplement, il est à noter la très forte modalisation que l'on voit à travers le verbe sembler et l'adjectif antéposé infernal invention, ainsi qu'à travers l'énumération de verbes à l'infinitif qui fonctionnent d'une part comme des répétitions sémantiques montrant un texte qui tourne à vide, mais amenant dès le début la thématique religieuse à travers le néologisme anathématisé, mot formé sur la racine anathème qui appartient au champ lexical de la religion, mais qui en tant que néologisme amène déjà l'idée que le texte est écrit par des gens qui ne savent pas forcément bien écrire. Le « nous » de la ligne 1 exclut donc Voltaire en présentant ses deux ennemis, l'ignorance et la religion, comme les fruits d'une invention infernale qui serait celle de l'imprimerie, l'adjectif participant du champ lexical de la religion. Les causes ci-dessous énoncées seront numérotées, filant la structure du texte de loi. La première de ces causes est la plus générale. Il s'agit de combattre l'imprimerie de par sa faculté à dissiper l'ignorance, celle-ci étant caractérisée par le biais d'une proposition subordonnée relative, la présentant comme gardienne et sauvegarde des états bien polissés. On note ici qu'il s'agit bien d'une affaire d'État, augmentant le statut légal de ce texte, mais mettant en exergue une opposition potentielle entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Ici, il s'agit d'une décision prise par ceux qui gèrent l'État et non pas ceux qui participent du politique. La mise à distance ironique se poursuit par le recours toujours à l'adjectif antéposé, mais aussi à travers l'adverbe évidemment. Il est intéressant de voir que les causes sont toujours rejetées dans des propositions subordonnées, soit verbales, tendre
à dissiper l'ignorance, proposition subordonnée conjonctive, et définition de l'ignorance à travers la relative. Cela encore participe de la mise à distance du texte, puisque les véritables raisons ne sont jamais principales, mais toujours rejetées dans le cadre d'une subordination. Le deuxième argument, quant à lui, va opposer non plus deux parties de l'État, mais deux parties du monde. Il s'agit ici d'opposer l'Occident, promoteur de l'imprimerie, et l'Orient, dans lequel le texte s'inscrit, comme nous l'avons rappelé en introduction. On retrouve toujours les mêmes phénomènes de modalisation. Il est à craindre que l'antéposition des adjectifs, la saine doctrine, et le rejet des raisons véritables dans les subordonnées, soit conjonctives, pourraient réveiller le génie, soit dans les relatives, avec la participiale sentiment absolument opposé à la saine doctrine. L'opposition de l'Occident et de l'Orient se retrouve alors métaphorisée stylistiquement à travers le parallélisme de construction, agriculture, art mécanique, cultivateur, manufacturier. On remarque enfin au centre de ce deuxième argument l'incise « ce qu'à Dieu ne plaise » qui rappelle, là encore, le fondement religieux de l'interdiction. C'est donc moins la politique qui est mise en cause que la politique religieuse ou le religieux institué en politique, ce qui rappelle là encore un des nombreux combats de Voltaire. Je passe ainsi à la deuxième partie. Le complément circonstanciel de temps, à la fin, inscrit l'interdiction dans des causes situées dans le temps long. On le revoit par exemple à la ligne 7, à la longue, ou même avec le verbe tendre à la ligne 3. Il s'agit de juguler immédiatement des choses qui pourraient avoir des conséquences futures. Ici, le contexte religieux se voit à travers la mobilisation du merveilleux dans l'histoire qui rappelle la critique portée par Voltaire des livres religieux qui sont à la fois des livres d'histoire mais des livres aussi qui présentent comme réalité historique des miracles. On retrouve toujours la même construction avec le rejet des causes dans les propositions subordonnées, ici une relative, le merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. La raison est toujours subordonnée. De la même manière, ce qui est visiblement contraire au droit de notre place fonctionne sur le même modèle. Apparaît ici un nouveau fait stylistique qui est l'antiphrase, qui permet la constitution de paradoxes, là encore permettant la mise en place de l'ironie. L'imprudence de rendre justice ou recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement contraire. Le complément circonstanciel de lieu, au droit de notre place, perpétue l'opposition entre l'Occident et l'Orient. Les causes à long terme se poursuivent dans le quatrième point, dans la suite des temps, de la même manière que l'opposition entre l'Occident et l'Orient, l'Occident étant visible à travers les misérables philosophes. On note toujours l'antéposition de l'adjectif qui accentue la subjectivité du jugement et d'autre part l'ironie, puisque Voltaire fait partie de ces philosophes jugés misérables. On note cependant la postposition de l'adjectif suivant, prétexte spécieux, qui constitue alors un chiasme grammatical, mettant en scène, au centre de cet argumentaire, le piège que constitue ce raisonnement. Outre la référence au philosophe, le verbe éclairer fait par métonymie référence évidemment aux Lumières, dont le but est effectivement d'enseigner les vertus au peuple, et on note toujours le rejet de la raison d'écrire dans la proposition subordonnée, ici une relative. On retrouve ainsi bien l'opposition entre ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés à travers le nom commun peuple. Il est intéressant par ailleurs de noter l'usage du mot connaissance et non pas savoir, le savoir étant extérieur et la connaissance intérieure. Ce qui est interdit pour l'instant, c'est moins le savoir en lui-même que la transformation du savoir en connaissance, c'est-à-dire l'intégration de ce savoir en soi. La référence à Dieu se fait explicite dans le cinquième point, mais cette cause est illogique. En effet, le locuteur allègue qu'en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, ils risquent de diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque, alors qu'a priori, le respect de Dieu commande le pèlerinage et non pas l'inverse. Il s'agit alors de la mise en exergue de la prévalence de la croyance sur la connaissance ou sur le savoir. Croyance au sens de croyance aveugle. On retrouve là encore un combat de Voltaire. Stylistiquement, on est toujours sur les mêmes mécaniques, avec l'adverbe scandaleusement, avec la proposition subordonnée infinitive, qui est une complétive pour le coup, diminuer le nombre des pèlerins, etc. Et à cela s'ajoute la réduction de la raison religieuse à une raison économique qui vient déstabiliser, là encore, l'argument.
L'opposition entre l'Occident et l'Orient se perpétue au 6e point avec les auteurs occidentaux, de la même manière qu'il va perpétuer les paradoxes puisqu'il oppose médecine et providence en qualifiant l'un de malheur et par répercussion l'autre de bonheur. Il est intéressant par ailleurs de noter l'origine étymologique de l'heure qui est le destin, ce qui file évidemment la référence religieuse, le destin étant ce contre quoi on ne peut pas se rebeller. Stylistiquement, nous sommes toujours dans une proposition subordonnée relative et on note toujours une grande modélisation à travers la locution sans doute et l'usage du conditionnel qui est omniprésent dans ce texte. Je passe ainsi à la dernière partie, qui s'ouvre sur une pointe ironique à ses causes et autres. Quelles sont les autres? En tout cas, elles ne sont pas données. Cette partie va non plus donner des causes, mais donner un but à cette loi, à travers les groupes nominaux prépositionnels en parallélisme à valeur de complément circonstanciel de but, pour l'édification des fidèles et pour le bien de leurs âmes. Vont suivre alors tout un tas de défenses, caractérisées par la répétition. Nous leur défendons, ligne 27, nous défendons, ligne 28, nous leur défendons, ligne 30, enjoignons, ligne 31 et ordonnons, ligne 33. Mais il est intéressant toujours de voir la structuration religieuse du propos, puisque la peine n'est pas une peine politique, mais bien une peine religieuse, comme le montre la ligne 27, sous peine de damnation éternelle. Le lexique religieux est par ailleurs omniprésent, tentation diabolique, ligne 28, vrai croyant, ligne 31, les croyants étant effectivement opposés aux savants, puisque le paragraphe va plus loin que simplement l'interdiction de la lecture, il interdit même l'enseignement de la lecture, voire l'enseignement tout court. L'objectif est alors de faire en sorte que les gens ne sachent plus lire, mais non plus ne plus parler, quiconque aurait prononcé 4 phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Le but étant alors que dans toutes les conversations, on aille à se servir de termes qui ne signifient rien, l'objectif étant d'instaurer une ignorance d'État. On note toujours l'appel à la tradition, selon l'ancien usage, une tradition d'ordre religieuse à travers la sublime porte. Le texte se clôt alors sur une mise en abîme relevant de l'ironie, puisque il est un texte qui interdit la lecture, mais pour qu'il ait une utilité, il doit être lu. De là alors, le lieu d'où vient ce texte devient métonymique. Il vient du palais de la stupidité. Et la date finale, le 7 de la lune de Muharrem, l'an 1143 de l'Hégire, permettrait de faire le parallèle explicite entre cet Orient dont viendrait le texte et l'Occident d'où le texte est écrit, puisque si l'on ajoute à 1143 la date de l'Hégire, nous tombons sur une date contemporaine de Voltaire. Ainsi, l'opposition entre Occident et Orient viendrait plutôt ici servir une critique de l'Occident, Voltaire utilisant ce procédé ironique pour décentrer le regard et se permettre un point de vue plus critique sur les réalités de censure qu'il connaît. Comment interpréter la critique du savoir ? Il est extrêmement important, pour bien interpréter ce texte, de noter la modalité ironique qui innerve tout le texte. Cette modalité ironique étant marquée par tous les processus de modélisation qui vont distinguer fortement Voltaire et le locuteur du texte. Ainsi, de cette modalité ironique, il faut interpréter le texte à l'inverse de ce qu'il dit. Si le texte condamne la lecture comme danger pour l'État, Voltaire, à l'inverse, promeut la lecture comme source d'émancipation individuelle. Cela est alors à intégrer à une problématique générale qui est celle du pouvoir autoritaire, qu'il soit politique ou religieux, mais en particulier politique validé par le religieux, ce qui est le cas dans la contemporanéité de Voltaire. Ce rejet des causes va être mis en scène stylistiquement par le rejet en proposition subordonnée, montrant que le cœur du texte met en scène des relations de subordination et de domination. L'orientalisme va alors permettre un décentrement du regard, permettant lui-même une critique de l'Europe. L'orientalisme comme thématique rejoint ainsi la critique comme combat dans l'entreprise des Lumières dont Voltaire se fait le parangon. Ainsi, De l'horrible danger de la lecture est un texte exigeant avec son lecteur en ce qu'il est structuré par toute une mécanique de mise en abîme.
Si le texte est illogique en lui-même, interdire la lecture avec un texte de loi, le texte en réalité est logique en dehors de lui-même, puisqu'il promeut un lecteur instruit et actif, capable de comprendre les sous-entendus du discours, ce qui est représenté par l'opposition constante entre les croyants, ignorants, et les savants, libres. Je passe ainsi à la question de grammaire. Vous m'avez demandé de traiter de la subordination, lignes 5 à 10. La subordination concerne les propositions subordonnées, qu'elles soient relatives ou conjonctives. La différence entre les deux étant le type de mots complétés dans la principale. Les relatives complètent des noms, les conjonctives complètent des verbes ou la proposition en elle-même. Et surtout, leur structure grammaticale est différente. Les relatives sont introduites par des pronoms relatifs et les conjonctives par des conjonctions de subordination. Dans notre cas, nous avons deux propositions subordonnées relatives, lesquels ouvrages pourraient à la longue, etc., introduites par le pronom relatif lequel, qui reprend le mot livre, rappelé par le terme ouvrage, de manière à clarifier le référent. La deuxième proposition subordonnée relative est ce qu'à Dieu ne plaise. Ici, le pronom relatif est le que, et l'idée devant initiale vocalique, qui complète le pronom ce, qui remplace du coup le nom. Pour ce qui est des conjonctives, nous en avons une classique introduite par une conjonction de subordination, qu'il ne s'en trouve quelques-uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, qui complète le verbe craindre. Ici, la proposition occupe la fonction COD, il est à craindre quoi, qu'il ne s'en trouve, etc. Il s'agit donc d'une proposition subordonnée conjonctive complétive. À cela, il nous faut rajouter les propositions infinitives, puisque les propositions sont des groupes de mots organisés autour d'un verbe conjugué ou, dans le cas des infinitifs, d'un infinitif. En revanche, tous les infinitifs ne régissent pas des propositions infinitives. Pour cela, il faut qu'ils possèdent eux-mêmes un COD. Ainsi, le verbe craindre, dont on a dit qu'il dirigeait une proposition subordonnée conjonctive complétive, possède de fait un COD. Il est donc lui-même noyau d'une proposition, une proposition infinitive, elle-même aussi complétive, complétant le verbe être. De la même manière, on peut noter l'énumération des 4 infinitifs réveiller, exciter, augmenter, inspirer, qui possèdent respectivement les COD, le génie, leur industrie, leur richesse et quelque élévation d'âme. Ils sont donc bien noyaux de proposition, et chacun de ces verbes devient donc le noyau d'une proposition subordonnée conjonctive complétive de pourrait. Il pourrait quoi? Réveiller, exciter, augmenter, inspirer. Enfin, nous pouvons étudier un cas très particulier qui est une proposition participiale. C'est donc une proposition formée autour d'un participe, en l'occurrence un participe passé, le verbe opposer, qui possède lui aussi un complément d'objet, en l'occurrence un COI, opposé à quoi? À la saine doctrine. Et cette proposition participiale va donc occuper ici la fonction de complément de l'antécédent du nom commun sentiment.